Oh, salut, t'es là? Bienvenue, ça fait plaisir. Bah tiens, puisque t'es là, je vais en profiter. Tu dois pas être là par hasard. Je vais en profiter pour te raconter l'une des plus grandes épopées de l'histoire. Alors, faut quand même que je te prévienne, le personnage principal n'est pas un personnage. Le héros est une idée. Et je vais profiter de cette magnifique histoire pour te raconter un peu comment se fait la science et en particulier la physique. Alors si tu le veux bien, allons-y. Alors tout commence par une réflexion presque enfantine. Prenons un objet, prenons cette pomme. Je décide de la couper en deux, récupérer la moitié, de couper à nouveau cette moitié en deux, récupérer donc un quart de la pomme, la moitié de la moitié, de couper en deux, puis la moitié de la moitié de la moitié de la couper en deux, etc. La question presque enfantine qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux faire ça indéfiniment? Ou vais-je arriver à un moment sur un élément, une partie de la pomme, qui ne serait plus coupable, donc je ne pourrais plus obtenir la moitié? Peut-être cette question tu te l'es déjà posée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette question n'admet que deux réponses. Soit oui, c'est-à-dire je peux continuer comme ça à couper ma pomme en deux indéfiniment. Et dans ce cas-là, le débat est clos. Soit non. Et alors, il y a plein de questions qui peuvent apparaître. Cet élément que je ne peux plus couper, qui est incoupable, quelles sont ses caractéristiques? Quelle est sa taille? Quelle est sa masse? Est-ce qu'il y a des propriétés électriques, etc. Alors cette question, tu t'en doutes, n'est pas les premiers à se la poser. Les premiers pour lesquels on a des éléments sur cette réflexion, ça date de l'Antiquité et d'environ au moins 400 avant Jésus-Christ, avec les penseurs grecs. Alors il est important de comprendre à ce stade que chacun peut se forger une opinion. Tu as le droit de penser qu'on peut couper indéfiniment, tu as le droit de penser qu'on va arriver sur un élément qui n'est plus coupable. Et j'ai bien dit une opinion. Les penseurs grecs n'avaient aucun moyen technologique de vérifier l'une ou l'autre des hypothèses. C'est pour ça que je dis qu'on fait de la philosophie, on se forge une opinion, mais on ne peut pas vérifier dans les faits si telle ou telle hypothèse est la bonne. Alors parmi ces Grecs qui ont réfléchi à la question, il y en a un qui est resté à la postérité, qui s'appelle Démocrite. Et lui donc a défendu l'idée que la matière était faite de petits grains incoupables. Alors incoupable, il a dit ça dans sa langue, et comme il était grec, ça a donné atomos, ce qu'on a traduit par la suite atome. C'est vraiment à ce stade la naissance d'une idée, la naissance d'une question et d'une hypothèse qui va avec. S'ensuit une longue période sans évolution. Alors pourquoi ça n'a pas évolué? C'est assez simple à comprendre. D'abord, on n'a pas eu de nouvelles idées. Bah oui, on l'a dit dès le départ, cette question n'admet que deux réponses possibles. Il n'y en a pas de troisième. Et puis, pendant longtemps, on n'a eu aucun moyen technologique pour tester l'une ou l'autre de ces réponses. Il a fallu attendre le 19e siècle, le début du 19e siècle, 1803, 1804, avec un physicien, John Dalton, qui a été le premier à, on va dire, ressortir cette vieille idée. Et il a un petit peu précisé les choses en disant, ok, la matière est faite de grains que je ne peux pas couper, que j'appelle donc des atomes. Ces atomes ont une forme sphérique, pleine, et ils ont la particularité de pouvoir se combiner entre eux, les changements de combinaison ayant lieu lors des réactions chimiques.
il y a une énorme différence avec ce qui s'est passé avec les penseurs grecs. Parce que John Dalton se sert de cette idée, des petites boules sphériques pleines qui peuvent se combiner lors de réactions chimiques, pour expliquer un certain nombre de résultats expérimentaux, des lois déjà édictées. John Dalton a beaucoup travaillé sur l'air, sur les gaz, et l'utilisation de cette idée lui permet de fournir des explications des lois précédemment décrites, soit par lui-même, soit par d'autres avant lui. Et ça, c'est faire de la physique. À ce stade, on n'a aucune preuve de l'existence de ces atomes. Mais par contre, on se sert de ce modèle, on se sert de cette théorie pour expliquer des résultats expérimentaux. Et le fait est que ça colle. Les explications permettent en effet d'expliquer ces phénomènes sur les gaz et sur la composition des gaz. C'est ça, faire de la physique. Avoir une idée, en faire une théorie, un modèle qui permet d'expliquer des résultats expérimentaux. Le modèle est encore mieux quand il permet d'éventuellement prédire. Tiens, j'ai décrit mon modèle comme cela, je peux prédire du coup, si mon modèle est bon, que je vais pouvoir observer tel ou tel phénomène. Faire de la physique, c'est ça. Alors on s'arrête ensemble en 1803, on reprendra dans une deuxième partie. Tout de même, on a voyagé à travers 2200 ans. Ce qui est pas mal. Je te donne rendez-vous dans une deuxième partie, j'espère que tu y seras présent. Si ça t'a plu, n'hésite pas, un petit pouce, tu peux t'abonner, comme ça tu seras au courant quand la deuxième partie va sortir, etc. Partage la vidéo, ça m'encouragera à continuer. Je te remercie, à bientôt.